Les tempêtes en automne sont donc des événements classiques, un peu comme Noël en décembre. Ainsi bat le calendrier. Mais les habitants du Val d'Oise ont vécu hier soir une tornade extrêmement violente de ces événements que l'on croyait réservés aux États-Unis. Alors on va aller plus loin avec nos invités et interroger la relation évidemment entre la météo et le climat. Avant de partager vos analyses, on va retourner sur le terrain. Les équipes de France Télévisions étaient au plus près des sinistrés. Camille Gutin, avec vous, Sada Soudan, vous avez rencontré ces sinistrés. On va les écouter, regarder les grandes images et on en parle juste après. Complètement pliés par la force du vent. Ces 3 immenses grues se sont effondrées hier soir sur ces immeubles à Hermont dans le Val d'Oise. Les appartements sont éventrés car les engins... Ah, les filles tombent. Oh là là, papa. Oh, putain, oh, merde. ...n'ont pas résisté aux rafales de cette tornade. Wesh. Ouais, sur les caméras de vidéosurveillance, on peut voir les tuiles d'une maison arrachées violemment par des rafales. Ces habitants craignent que leurs fenêtres soient soufflées. Ils tentent de les retenir. Paniqués, ils viennent de voir la grue tomber juste devant chez eux. Oh, la grue! Nous les avons retrouvés ce matin. La mère et sa fille sont traumatisées. On l'a vu traverser en fait la tornade. On l'a vu arriver de l'autre côté. Elle nous a soufflé de l'intérieur. Ma fille a été choquée, mais... Je vois que vous tremblez. Ouais, à y repenser, c'est très choquant en fait. La tornade a fait 1 mort et 9 blessés. Partout dans Hermont et ses alentours, les vents violents ont frappé et déraciné les arbres. Dans les rues, une impression de chaos. Les routes sont jonchées de débris et de morceaux de verre. Cette voiture a été soulevée par les vents et projetée contre le mur de cette résidence. Alors avec nous sur ce plateau, des experts pour en parler. Aaron Tanzid, bonjour. Les téléspectateurs vous connaissent bien, journaliste au service météo-climat de France Télévisions. Arnaud Gossement, avocat, spécialiste en droit de l'environnement. Bonsoir. Gaël Musquet, météorologue, spécialiste de l'anticipation des risques, et ça va être important. Et puis, Sada Soudan, on vient de regarder le reportage auquel vous avez participé. Alors, avant tout, qu'est-ce qui vous a frappé en arrivant sur place ? Ce qui est étonnant quand on arrive, c'est qu'on peut tracer le chemin qu'a parcouru cette tornade. D'une rue à l'autre, on passe d'une zone qui est sinistrée à une zone qui est normale, si je puis dire. Intacte. C'est clairement la première chose qui est étonnante quand on arrive. Dans une rue, il y a des vingtaines, trentaines de voitures qui sont complètement soufflées, dont les vitres ont complètement été explosées par la puissance du vent. Et puis à côté, il n'y a rien. Et ce qui est aussi étonnant quand on arrive, c'est évidemment l'émotion des habitants, des gens qui tremblent, vous venez de le voir quand ils évoquent la tornade, des adolescents qui sont encore sous le choc. Un adolescent qui m'a dit, moi j'étais dans mon bain, j'ai senti que ça tremblait, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis il y a aussi le directeur logistique de l'IME que j'ai rencontré. L'IME, c'est l'Institut médico-éducatif sur lequel les 2 grues se sont effondrées. Eh bien, lui, il est évidemment choqué par la puissance de la tornade, mais il est aussi inquiet parce qu'au quotidien, il accueillait 65 enfants lourdement handicapés qui, aujourd'hui, n'ont plus de solution d'accueil de jour. Les gens, on les a vus trembler. Il y a beaucoup d'utilisation du téléphone portable. Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Comment ils ont vécu l'instant ? Ils ont vécu l'instant... En fait, ils ont été eux-mêmes pris par la soudaineté de cet événement. Ils ont évidemment essayé de capturer les vidéos avec leur portable et très vite, on voit, les vidéos bougent. Les gens ont compris que c'était grave. Certains ont essayé de tenir leurs fenêtres, puis se sont rendus compte du fait que c'était insensé de faire ça, que c'était dangereux. Et puis aujourd'hui, ce qu'ils faisaient avec les portables, c'est qu'ils prenaient des preuves. C'est-à-dire, pour les assurances, certains sont déjà dans l'après. Comment on va se faire rembourser ici une voiture, ici une vitre, une baie vitrée qui a été soufflée. Puis c'était comme s'ils essayaient de se convaincre que ça avait bien existé et qu'ils voulaient en garder les traces. Alors précisons pour ceux qui ne voient pas très clairement qu'Hermont, c'est à 20 km au nord de Paris. Aujourd'hui, donc, les services de secours, j'imagine, étaient beaucoup sur place. La tâche est immense. Quelles sont les urgences que vous avez repérées ? Alors évidemment, pour les pompiers, la première urgence, ça a été de sécuriser des lieux. Quand une toiture est soufflée, balayée par
par les vents, elle n'est pas soufflée d'un coup. Il y a évidemment des tuiles qui peuvent tomber, qui peuvent aggraver les dégâts ou blesser des passants ou les habitants. Donc ça, c'était la priorité. L'autre priorité, c'est de déblayer les routes pour justement que chacun puisse à nouveau circuler. Donc ça, c'est pour les pompiers. Il y a évidemment la question de l'électricité. Enedis devait rétablir l'électricité dans les foyers. Ça a commencé à être fait. Je crois qu'il y en a encore 700 qui sont privés d'électricité. Encore ce soir. Encore ce soir. Et ce qu'on a vu, c'est aussi beaucoup d'artisans, des couvreurs, des dépanneurs qui venaient pour aider les gens. Et puis, le maire précisément de Margency me disait qu'il y avait beaucoup de solidarité entre les communes. Il y a des communes qui n'ont pas été du tout touchées à quelques kilomètres, qui envoient spontanément leurs agents municipaux pour aider les mairies et les communes touchées à retrouver un semblant de normalité. Aaron, je me tourne vers vous. Oui. Les tornades sont des événements très spectaculaires. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer scientifiquement comment elles se forment et quelles sont les conditions qui peuvent jouer éventuellement sur leur violence ? Alors, il est vrai qu'hier, les conditions étaient propices, étaient réunies. Ça s'est passé. On a d'abord eu une super cellule orageuse qui s'est créée à Dreux, en Eure-et-Loire. Donc, on est à quelques kilomètres de Paris, vers 16h30. Et ensuite, on va le voir avec cette animation, ce qu'il a pu se passer avec cette super cellule. Pourquoi il y a eu un tel orage ? Parce qu'il y avait un air chaud, très chaud, trop chaud pour la saison. Cet air chaud, on le voit ici en rouge, qui remonte. Nous étions 4 à 5 degrés au-dessus du normal, qui va rencontrer un air polaire froid venu en altitude. Ça va créer un conflit de masse d'air. On le voit ici comme un tourbillon qui se crée avec des vents qui vont cisailler, qui vont venir du sud-ouest, de l'ouest, pour créer au final ce tourbillon et ce tuba avec à l'intérieur des vents dévastateurs. On l'a vu les dégâts, on peut estimer que les vents étaient entre 180 et 200 km/h. C'est des vents qui sont quand même très forts, très intenses, mais quand même en France, on a une cinquantaine de tornades de ce type par an, pas toujours répertoriées parce que des fois ça se passe en campagne et puis il n'y a pas justement, vous le disiez, ce phénomène de téléphone portable. Aussi, c'est une tornade qui était presque imprévisible parce qu'il faut savoir que l'Île-de-France n'est pas vraiment dans le circuit, oui, dans le seuil. On a une carte de France. Une carte de France, il y a des zones qui sont plus ou moins sensibles. On voit plutôt que ces tornades agissent plutôt sur les plaines du sud-ouest, sur l'Artois, sur la Normandie, rarement en Île-de-France. Mais quand ça se passe en Île-de-France, dans une zone très urbanisée, on voit que ça fait vous avez représenté donc en orange et en rouge. Les fréquences là où les tornades sont plus fréquentes. Et puis on voit là où c'est vraiment en rouge, là où on retrouve cette cinquantaine de tornades par an, c'est vraiment l'Artois, le nord du territoire, et puis également la Normandie. L'Artois, c'est pas étonnant puisque la dernière tempête aussi dévastatrice et meurtrière date de 2008. On a les images effectivement avec cette tornade qui s'est déroulée près de Maubeuge. 6 villages avaient été dévastés avec à l'arrivée 3 morts et hélas, donc ça se passait le 3 août 2008 au nord. On voit ces images, c'est des images quand même qui sont saisissantes, impressionnantes. On voit avec ces dégâts, on les voit ici et hélas, 3 victimes à déplorer. Aujourd'hui, hier encore, une nouvelle victime, les tornades. Alors, est-ce que ça arrive plus souvent ? Difficile de le dire avec le réchauffement climatique. On va peut-être pouvoir avancer. On donnera quelques éléments tout à l'heure. On va pouvoir en débattre absolument. Juste, je voulais vous faire réagir les invités, Gaël Musquet, quand vous voyez ces images. Il y a quand même un peu de stupéfaction de se dire ça se passe pas très loin de Paris. Ça peut se passer sur Paris, sur une très grande ville, Paris, Lyon, Marseille. Oui, il y a aucun territoire hexagonal, et même en Outre-mer, n'est épargné par ce type de phénomène. On a effectivement des zones où c'est plus fréquent, mais ça peut se produire n'importe où. Maintenant, effectivement, il faut se préparer, anticiper. Ça fait partie des risques que l'on peut avoir au niveau des vents. Et donc, effectivement, là, on l'a vu, on le voit sur les images, on a des mauvais réflexes de se rapprocher des ouvertures, se rapprocher, essayer de tenir ces vitres. Alors, la vitre peut, elle, se briser sous l'effet du vent. Vous pouvez aussi avoir un débris qui va malheureusement endommager cette ouverture. Moi, pour avoir vécu un ouragan enfant, l'ouragan Hugo, qui est un autre phénomène beaucoup plus massif, plus long, plus lent, mais avec des vents dépassant 300 km/h, le réflexe de mes parents pour mettre à l'abri mes 2 petites sœurs plus une petite camarade de classe, c'est de nous mettre dans la salle de bain, à l'abri de toutes les ouvertures, au niveau des murs les plus porteurs et les plus concentrés, pour au cas où la maison exploserait avec le vent, mais que l'on puisse avoir, nous enfants, cette structure qui nous protège. Et donc tout ça, vous l'apprenez dans les exercices, vous l'apprenez évidemment parce que vous lisez les différents documents légaux. Je rappelle, la France est le pays qui a le plus documenté pratiquement tout ça. Les DICRIM, documents d'information communaux des risques majeurs, les PCS, les plans communaux de sauvegarde. Vous avez aujourd'hui les PICS, les plans intercommunaux de sauvegarde. Vous le disiez très bien, les communes voisines apportent leur aide. Donner un coup de main. Le PICS, c'est aussi ça. C'est que quand on est une victime
en tant que collectivité de ça, que l'on puisse savoir sur qui on va pouvoir compter pour amener des engins, pour amener des moyens de déblayer, d'évacuer des blessés. On va aller plus loin avec vous tous, mais avant, je voulais qu'on regarde d'autres images, puisqu'on a essayé de comprendre ce phénomène, répondre à déjà un certain nombre de questions, puis qui vont permettre d'ouvrir le débat. C'est un question-réponse parce qu'on a eu l'impression, hier en fin d'après-midi, de voir des images, j'allais presque les qualifier de fin du monde, de ces tornades qu'on voit en général aux États-Unis, dans les plaines du Midwest. La France est-elle particulièrement exposée? Quelles sont les zones les plus touchées? Comment peut-on prévoir ces phénomènes? Autant de questions que notre rédaction auxquelles elle a essayé de répondre. Un sujet de Thomas Bayetto. Hier après-midi dans le Val d'Oise, la nuit dernière en Meurthe-et-Moselle. Et il y a un mois dans le Morbihan, plusieurs tornades violentes ont frappé ces dernières semaines. Alors la France est-elle très exposée? Une cinquantaine de tornades touchent chaque année le pays. La plupart sont de faible intensité, mais quelques-unes font beaucoup de dégâts. Celle-ci, spectaculaire, a parcouru 206 km en 2022 sur la Normandie et le Pas-de-Calais, un record. L'une des plus meurtrières a eu lieu en 2008. Des vents de 300 km/h ont fait 4 morts dans le nord. C'est justement dans ces deux régions, les Hauts-de-France et la Normandie, que les tornades sont les plus fréquentes. Alors sont-elles prévisibles? Difficilement. Aux États-Unis, ces passionnés les chassent. Vas-y, fonce. Mais c'est toujours au dernier moment qu'ils les trouvent. Très localisé, le phénomène est compliqué à prévoir. Les tornades sont souvent liées aux orages, et particulièrement les orages les plus puissants. Et déjà, les orages, ce sont des phénomènes qui sont difficiles à prévoir. Donc vous vous doutez que quelque chose qui est lié à un phénomène déjà difficile à prévoir, ça l'est encore plus. Et faut-il s'attendre à de plus en plus de tornades? Aucune étude n'indique aujourd'hui que le réchauffement climatique provoque une augmentation de ces phénomènes extrêmes. On peut juste dire qu'en moyenne, au niveau global, dans un climat plus chaud, aux moyennes latitudes, les nuages d'orage vont être potentiellement plus intenses et donc potentiellement ça favorise la formation des tornades. Chaque année en France, en moyenne, 5 tornades font des dégâts très importants. 5 tornades par an, c'est quand même considérable. Étienne Lefebvre, bonsoir, vous nous avez rejoint. Vous êtes rédacteur en chef aux Échos, le journal, et vous nous direz tout à l'heure ce que le changement climatique en cours peut changer pour l'économie française et aussi plus directement sur la question des assurances pour les biens et les personnes. Mais avant, avec Arnaud Gossman, je voudrais qu'on se réfléchisse à cette question. On doit s'habituer manifestement à ce phénomène de plus en plus régulier. Est-ce qu'il faut adapter les normes de construction et adapter les règles de droit finalement à cette nouvelle donne climatique? Alors la réponse est oui, mais pas qu'au changement climatique, puisqu'effectivement cet événement en particulier qui s'est produit hier dans le Val d'Oise n'a pas encore été attribué officiellement par Météo France au changement climatique. Mais on sait que globalement le changement climatique a pour effet dans le monde entier d'intensifier, d'augmenter le nombre de ces phénomènes naturels, ouragans et notamment probablement les tornades. On verra à l'avenir si elles augmentent en nombre, mais ce qui est certain dès aujourd'hui, c'est qu'on voit sur ces images qu'il y a de l'étalement urbain, il y a de la construction, il y a de l'urbanisation. Et ce phénomène d'étalement urbain qui couvre de plus en plus le territoire, on parle d'artificialisation des sols, va augmenter les conséquences de ces phénomènes extrêmes. Lorsque cette tornade frappe en ville, comme c'est le cas ici, le risque évidemment de destruction matérielle, de mort, de blessés est plus important que quand elle frappe dans des zones où il n'y a personne, qui ne sont pas habitées. Et donc et puis le fait d'artificialiser les sols peut avoir d'autres conséquences sur l'environnement, et ces conséquences sur l'environnement vont s'additionner, puisque ce n'est pas simplement des tornades que nous avons en France, ce sont aussi des épisodes de sécheresse, des inondations, et tout ça mis bout à bout crée un environnement qui se dégrade du fait du changement climatique, du déclin de la biodiversité, l'artificialisation des sols. C'est bien un cocktail de problèmes que nous avons aujourd'hui, et effectivement par rapport à ça, vous avez très bien décrit le fait qu'on a des organisations de secours qui sont performantes aujourd'hui, on a des systèmes d'assurance qui tiennent encore que certaines communes ont des problèmes d'assurance aujourd'hui, on en reparlera, mais le problème c'est l'adaptation. Il faut continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais l'adaptation, eh bien aujourd'hui on est un petit peu à la traîne, le gouvernement a du mal à sortir une trajectoire de réchauffement. Il faut qu'on imagine comment la température va augmenter en France d'ici à 2100, on parle de plus 4 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Concrètement, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus d'étés de plus en plus brûlants, qu'en ville, il va falloir créer des îlots de fraîcheur pour que les personnes puissent se rafraîchir. Il va falloir repenser la construction, repenser l'isolation qui ne passera pas par la climatisation avec des fluides frigorigènes, puisque quand vous refroidissez chez vous, vous chauffez les voisins. Vous chauffez dehors. Donc ça ne marchera pas comme ça à grande échelle. Donc oui, sur l'adaptation, pour répondre en 2 mots, effectivement, il va falloir revoir notre urbanisme, l'artificialisation, la manière d'habiter le territoire. On n'échappera pas à ces phénomènes extrêmes, mais on peut peut-être limiter les conséquences un peu. Une question piège aux 2 climatologues que nous avons en plateau. Une tornade, c'est prévisible ou pas du tout? Apprends qui veut. Difficilement, quand même. Ça reste difficile, même s'il y a des zones à risque. On voit que ça arrive très rapidement, très subitement, difficile à prévoir où ça va tomber. Quand on sait qu'un orage, à 200 mètres, voire 300 mètres près, il pleut des trombes, des pluies diluviennes, et à 300 mètres à côté, vous êtes au sec. Donc, une tornade, c'est très compliqué. Par contre, on sait qu'il y a quand même quelques prémices, on va dire. Les conditions, il faisait chaud hier, plus chaud qu'à l'habitude. Et on avait aussi ce courant d'air très frais qui venait. On savait qu'il y aurait des orages. Dans ces conditions, avec des vents qui vont cisailler ces masses d'air, non, très difficile à comprendre quand même. Puis c'est très petit, une tornade. On ne se rend pas compte. On confond souvent l'ouragan, la tempête. Un ouragan, ça fait des centaines, voire des milliers de kilomètres de diamètre. Là, sur ces tornades, on est sur quelques centaines de mètres. Donc, il faut imaginer que les instruments qui vont mesurer, vous n'avez pas un anémomètre à chaque point du territoire. Donc, il faut imaginer que les radars météorologiques, les satellites, les sondes, tous ces outils aujourd'hui météorologiques qu'il faut continuer à développer. Là, le 4 novembre, je le rappelle, Ariane 6 lance Sentinelle 1D. Ce sont des C'est un satellite qui sera héliosynchrone, donc qui sera en orbite basse et qui va scanner régulièrement l'atmosphère pour pouvoir justement découper en fait cette atmosphère pour pouvoir détecter ce qui se passe dans ces couches. Mais vous imaginez qu'avec les politiques publiques actuelles, chaque euro que l'on aura évité et qu'on n'aura pas investi dans ces capteurs, dans ces politiques publiques, nous coûteront 7 à 15 euros. 7 quand on compte les dégâts matériels. Autre question piège, mais basique. Il y a une période pour les tornades. Il y a une période où on se dit, bon, il n'y a pas de tornade. Et il y a une période qui est menaçante où ça n'existe pas. Alors, on les a entre mai et octobre. En général, on est un peu dans la période. Ça peut se produire en dehors de ces périodes, mais c'est que la fréquence, on est plutôt entre mai et octobre. Sur les territoires d'outre-mer, c'est aussi le cas. Là, en Guadeloupe, on a eu une tornade au mois de mai. Dans l'hémisphère nord, c'est plutôt le mois de mai. Là, le 4 mai dernier, qui a aussi fait des dégâts à Baie-Mahault en Guadeloupe. Donc, ça peut aussi survenir dans des territoires insulaires et territoires ultramarins. Et Aaron, j'ai vu dans un de vos flashs que jeudi, la météo s'annonce pas bonne du tout avec une autre tempête. Ça veut dire qu'il faudra se méfier pour la journée de jeudi ou ça veut rien dire? Non, ça veut dire que jeudi, on peut se méfier. Déjà, on attend des vents tempétueux sur les côtes de la Manche, 120 km/h, sur la côte atlantique, également à l'intérieur des terres. Donc encore des vents, donc tempétueux, mais également de bonnes pluies et possiblement des orages. Donc on va être dans les mêmes conditions jeudi prochain qu'on a connu du côté du Val d'Oise. Mais je répète, il y a quand même entre guillemets, une cinquantaine de tempêtes en France sur l'Hexagone par an. Quant aux États-Unis, on en compte 1000 à 1200 avec des vents qui peuvent aller jusqu'à 400 km/h. Là, on est resté entre guillemets avec des vents entre 180 et 200 km/h. Vous êtes formidable. Puisque vous parlez des États-Unis, je vous propose qu'on y aille en observant ce reportage qu'a réalisé Sada Souban sur ces grandes tornades incroyables qui traversent le Midwest, c'est-à-dire la région, on va dire, centre-sud des États-Unis, qui font chaque année des dégâts considérables. Vous allez voir qu'en taille de phénomène, on est quand même sur autre chose. Des vents qui s'enroulent sur eux-mêmes et un tourbillon large de plusieurs dizaines de mètres. La tornade avance, inarrêtable. Au cœur du cône, des vents à plus de 300 km/h et une intense activité électrique. Oh, des éclairs! Dans son sillage, il ne reste que des miettes. Des quartiers entiers ont été pulvérisés. À Lake City, dans l'Arkansas, certains habitants n'ont eu que quelques secondes pour se mettre à l'abri. On a eu 20 secondes pour se lever et se sauver avant qu'on entende le vent frapper et que les débris ne commencent à s'envoler. Alors pour bien connaître les États-Unis, l'un des problèmes, c'est que là-bas, beaucoup de maisons ne sont pas assurées, pour être clair. En France, l'assurance est, je crois, obligatoire, l'assurance du logement. Mais est-ce que les assureurs vont continuer à assumer le risque si les tornades, les tempêtes sont de plus en plus nombreuses ?
Ça dépend. On commence à avoir des territoires où ça devient compliqué pour certaines collectivités locales de trouver des assureurs. Alors pour l'instant, il y a toujours des assureurs qui sont au rendez-vous, mais c'est l'autorité de la concurrence qui avait fait un rapport cette année qui a montré qu'il y avait de moins en moins de concurrence. Il y a 2 assureurs qui font près de la moitié du marché sur certains territoires. Donc le prix augmente pour ces collectivités. Dans quelle proportion Alors, globalement, on a des prix qui augmentent de 10-20%, mais très localement. Parce que le problème de l'assurance, c'est que c'est un modèle, c'est un risque aléatoire. Donc, ce sont des modèles mathématiques. Et pour que le modèle fonctionne, il ne faut pas que le risque devienne systématique. Parce que si vous êtes... Si l'événement va se produire chaque année ou 2 fois par an sur un territoire, le modèle de l'assurance ne marche plus. Parce que les primes deviennent... voilà. Donc, il n'y a plus de marché. Alors, les assureurs eux-mêmes sont assurés par des réassureurs, donc ce qui permet quand même de mutualiser les grandes catastrophes et le risque. C'est pour ça que le système tient pour l'instant, mais le système devient de plus en plus inflationniste. Donc le risque... Alors, les tornades, pour l'instant, ça reste quelque chose d'assez marginal en France en termes de coûts d'assurance. En revanche, le risque climatique, les pluies diluviennes, par exemple, ont eu des coûts absolument massifs l'an dernier. Et donc, on voit maintenant le coût des catastrophes naturelles, le coût du climat pour les assureurs. On est passé je crois, à 5 milliards d'euros l'an passé. C'est à peu près 3 fois plus que dans les années 80-90. Au niveau mondial, on est passé à 150 milliards et on voit venir des années à 300 milliards. Alors, ce sont des grands chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la tendance est vraiment sur une pente ascendante et ça pose vraiment des grandes questions au monde de l'assurance sur qu'est-ce qui peut se passer dans 10 ans, dans 20 ans pour ce système économique. Le spécialiste de la loi que vous êtes, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Il faut changer la loi, il faut obliger les assureurs à prendre ce risque, mais comment? Alors, vous avez totalement raison de parler de modèle d'assurance. L'assurance assure un événement imprévisible, un aléa, et assez rare. Deuxième problématique, on parle de catastrophes naturelles. Mais ces catastrophes sont de moins en moins naturelles. Soit parce qu'elles sont intensifiées, augmentées en nombre par le changement climatique, qui est d'origine humaine à 75%, soit tout simplement parce que la catastrophe désigne les conséquences de l'événement. Et ces conséquences-là, lorsqu'elles se passent dans des zones urbanisées, mal équipées, fragiles, vulnérables, avec des normes de construction qui ne sont pas adaptées, etc., ou dans des lotissements qui n'auraient jamais dû être construits là, il y a une crue, etc., eh bien, ça n'a plus rien de naturel. Là où on parlait de risques majeurs naturels en droit, on devrait parler presque de nouvelle normalité, avec non seulement une augmentation, mais une prévisibilité. La tornade, effectivement, est difficilement prévisible, mais on peut prévoir en moyenne statistique qu'il va y avoir de plus en plus de nombre de sécheresses, de chaleur. Tous ces jours qui nous paraissent aujourd'hui exceptionnels vont devenir normaux, en fait. Nous vivons actuellement les années les plus calmes d'un point de vue climatique d'ici à 2100. Donc c'est pour ça que pour les assureurs, c'est un véritable défi parce que ce n'est pas simplement le coût. Quelque part, il y a la réassurance, mais aujourd'hui, il y a une multiplication des arrêtés de catastrophes naturelles et c'est l'État qui prend le relais pour assurer une solidarité nationale et que les primes d'assurance ne soient pas plus élevées ou les franchises dans des zones qui sont plus impactées que d'autres. Donc l'État prend le relais, mais vous avez vu l'état des finances publiques. Ils ne pourront pas le faire indéfiniment. Et par ailleurs, est-ce qu'on va assurer quelque chose qui se répète, qui est un peu presque normal demain. Et donc ça, c'est un débat de société qu'on devrait avoir effectivement sur l'assurance. On ne peut pas simplement se reposer sur le mécanisme actuel, ça c'est sûr. Et il n'y a pas de débat au Parlement sur cette question-là. Il y a une région que je connais très bien, ce sont les Alpes-Maritimes, parce que je suis originaire des Alpes-Maritimes. Et dans les Alpes-Maritimes, il y a une commune qui a été, enfin toute une vallée, la vallée de la Roya et la vallée de la Vésubie, qui ont été durement frappées par la tempête Alex. Cette tempête Alex, elle a ravagé durablement les vallées de la Roya et de la Vésubie. C'était il y a pratiquement tout juste 4 ans. Il y a une commune qui s'appelle Breil-sur-Roya. Dans cette commune, eh bien, le maire a de grandes difficultés à faire réassurer les bâtiments publics. Je vous propose qu'on l'écoute dans ce reportage. C'est une commune où les catastrophes naturelles sont désormais officiellement interdites. Voilà, c'est l'arrêté que je viens de prendre pour interdire sur la commune de Breil les catastrophes naturelles, mais aussi les incendies, les inondations, les mouvements de terrain, les éboulements, les dégâts des eaux, les dégâts électriques. Une décision qui prête à sourire, mais cache une situation bien plus critique, car depuis le 1er janvier, les 70 bâtiments communaux n'ont plus d'assurance. La conséquence, selon le maire, de la tempête Alex,
qui a fait de lourds dégâts dans la commune en 2020 et aurait coûté trop cher à son assureur historique, le poussant à lâcher le village. Ça veut dire que si demain on avait les mêmes dégâts que la tempête Alex, c'est-à-dire de l'ordre de 10 millions d'euros sur les biens communaux assurés, la commune devrait mettre de sa poche cette somme-là pour pouvoir réparer les dégâts. Une commune sans assurance, le cas de Breil-sur-Roya est loin d'être unique. On a à peu près 1500 communes qui ont des problèmes d'assurance. Soit qui ne trouvent pas d'assureur pour leurs infrastructures, soit qui ont des augmentations de cotisations qui sont énormes, où on passe de 50 000 à 500 000 euros. Alors, je vous ai vu sourire au début du sujet. Interdire les catastrophes naturelles, bon, c'est par définition impossible. Le sens de la formule, mais ça nous dit quand même la vraie inquiétude du maire de Breil-sur-Roya. Bah oui, parce que ça, on parlait d'adaptation à 2030, 2040, 2050, et puis en fait, on ne s'attendait pas à ce que ce soit dès maintenant. Et c'est vrai que pour l'instant, on avait en France beaucoup mis l'accent sur les politiques pour réduire les émissions en espérant éviter le réchauffement, et on n'a pas mis l'accent suffisamment vite aux politiques d'adaptation. Donc là, pour l'instant, les cas où des communes ne trouvent pas du tout d'assureur, ça reste plutôt rare. Et en effet, si le tarif est x10, ça revient quasiment au même pour la commune, si elle n'est pas en capacité de payer. Après, il y a quand même... Pour nos téléspectateurs, Breil-sur-Roya, c'est 2 à 3 000 habitants. Voilà. C'est une petite commune. Donc ça fait un peu cher tous les ans. Et en revanche, il y a quand même beaucoup de réflexions autour de ça. L'Assemblée, le Sénat se sont emparés de ça. Il y a des rapports régulièrement. Il y a des travaux qui sont avec les assureurs pour trouver des chartes pour essayer de mutualiser. Il y a l'État qui peut apporter aussi des garanties. C'est un autre risque, mais il y a eu aussi le risque émeute qui a posé des gros soucis à des collectivités qui ne trouvaient plus d'assurance. Donc il y a quand même des propositions de loi qui sont également envisagées. Donc la puissance publique est quand même mobilisée sur cette question. Messieurs, qu'est-ce qu'il faut envisager alors ? Alors, deux choses. Un, nos anciens, dès l'après-guerre, 1946, ont prévu dans la loi, la Constitution, que chaque Français doit être égal par rapport à ces calamités. Ils appelaient ça des calamités à l'époque. 1946, ils créaient la Caisse centrale de réassurance qui, à date, est encore en France, publique, dans le top 30 des réassureurs. Donc la France, et c'était très innovant déjà à l'époque, se dote d'un outil financier pour aider ses citoyens à être à égalité face à ces questions-là. Mais à un moment, quand vous n'êtes plus dans le domaine de l'aléa, mais de la certitude que qu'un événement va se produire, on fait appel à la solidarité nationale. Et à un moment, certains territoires, il faut aussi se le dire, ne vont plus être habitables. Ça ne peut plus être vivable. Je prends l'exemple en Outre-mer du village de Miquelon que je cite régulièrement. À Saint-Pierre-et-Miquelon, donc la partie Miquelon, le village de Miquelon, inconstructible, on ne peut plus construire, on peut plus rien faire. Ok, très bien. Le maire, l'État, les services de la collectivité réunissent ces citoyens, leur posent des questions. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire ? Est-ce que vous êtes prêts à partir ? Qui est prêt à partir ? Qui veut partir ? Dans quelles conditions ? On déménage les activités économiques. On est en train de déménager la commune. On déplace les lieux mémoriels, les cimetières. Il faut les déplacer aussi, même s'il n'y a pas d'enjeux vitaux dans un cimetière, mais il faut les déplacer. Ça mettra 10, 15, 20, 30, 50 ans. Mais ce village sera déplacé pour permettre aux gens de vivre dignement et en sécurité. C'est ce qu'il va falloir faire sur beaucoup de communes littorales, bien évidemment, sur beaucoup de communes sur des cours d'eau. Celles qui sont rongées par l'érosion, évidemment, par exemple. Vous n'avez pas le choix. Sur des falaises qui s'effondrent, on n'a pas le choix. Sur l'outre-mer, où on a aussi, avec la montée du niveau de la mer, des maisons qui ne peuvent plus, sur certains atolls du Pacifique, supporter la montée du niveau de la mer. Et donc, il va falloir, comme le faisait depuis des millénaires l'espèce humaine, déménager, bouger, parce que l'on ne pourra être pas un réfugié climatique. Tout à fait. On ne pourra pas dompter la nature indéfiniment. Pour le juriste que vous êtes, qu'est-ce qu'on dit à un particulier ? Il y a moyen de lui dire, écoutez, franchement, là où vous êtes, il ne faut pas rester ? La réaction numéro 1 des personnes qui ont été sinistrées, généralement, et notamment dans la vallée de la Roya, que je connais bien aussi, c'est bien souvent de vouloir reconstruire, de rester sur place. Vous avez vos racines, vous avez été enfant à cet endroit-là, votre métier est là, votre famille. On veut souvent rester sur place. Le problème, c'est qu'il va falloir dire non, la répétition d'événements à cet endroit-là ne permet plus de reconstruire certaines zones. Rappelez-vous la tempête de Xynthia à la Faute-sur-Mer au niveau atlantique. Il y avait eu cette submersion de cet endroit où les anciens, d'ailleurs, ne construisaient pas. Les villages de pêcheurs étaient beaucoup plus loin du rivage et en hauteur.
On a créé ce lotissement, et le maire d'ailleurs avait été recherché en responsabilité devant la justice. Mais la première réaction d'un certain nombre d'habitants qui avaient pourtant été sinistrés, il y a eu beaucoup de morts à cette époque-là, c'était de rester et de contester la mesure du préfet qui voulait créer une zone noire, inconstructible. Vous ne pouvez pas revenir à cet endroit-là. On peut comprendre, il y a un attachement à son propre territoire. Et puis parfois, d'un point de vue financier, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas d'autre solution. Ce qui reste de ma maison, c'est le seul endroit où je peux vivre et je n'ai pas les moyens d'aller ailleurs. Donc effectivement, il va falloir réduire la pression démographique et malheureusement aujourd'hui, les gens veulent vivre dans les zones les plus dangereuses, c'est-à-dire les zones les bords de mer et les zones qui sont les plus impactées par ces phénomènes naturels. C'est là où on a envie de vivre, c'est là où il y a des permis de construire qu'il va falloir refuser. Et pareil aussi dans certaines régions, notamment du sud de la France, vous avez des maires aujourd'hui qui commencent à refuser des permis de construire pour des raisons de manque d'eau. On l'a vu par exemple à Fayence, dans le Var, vous avez tous ces maires qui ont dit on ne peut plus délivrer de permis de construire. C'est dur parce que vous avez des gens qui veulent habiter à cet endroit-là et qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas faire leur maison à côté de celle de leur père, de leur mère, etc. Donc oui, il y a des zones qui vont devenir inhabitables. Pour le politique, c'est un véritable défi. Et il va falloir se doter des outils pour imposer ça. Parce que sinon, vous mettez en danger les gens. Et après, c'est la responsabilité de l'État, voire des communes, qui sera recherchée par les victimes aussi. C'est un cercle vicieux. Sur le plan de la prévention, est-ce que vous direz que la France est un bon élève en matière de responsabilité par rapport au changement climatique, les uns les autres, celui qui veut? On a beaucoup théorisé, je vous ai dit, je vous ai cité quelques plans, je peux vous en citer encore d'autres, les PAPI, les PPRI. On sort de la semaine de la résilience, c'était la semaine dernière. Toutes les communes ne se sont pas mobilisées, même s'il y a eu des appels à manifestation d'intérêt, on a eu des appels à projets. D'accord, mais ça, c'est dans le local, mais au niveau national, niveau européen, on ne va pas tenir les objectifs de l'accord de Paris. En fait, le problème, c'est qu'on a un problème de culture du risque. C'est-à-dire que là où on théorise très bien en France, on est très mauvais dans la mise en application. Faire des exercices, moi je suis confronté régulièrement à ça, vous avez des territoires où toutes les excuses sont bonnes pour ne pas faire l'exercice. Je vous en donne un, et je prends les paris ce soir. Vous avez un exercice qui va se tenir le 19 mars 2026 dans la Caraïbe. 48 États et territoires. La France, si vous vous souvenez de la date, sera en pleine élection municipale. D'accord. On verra quelle commune fera l'exercice et si ces questions seront au programme. Guadeloupe, Martinique. Évidemment, les territoires caribéens. Ces 3 dernières années, chaque visite de ministre, on a annulé l'exercice. Et donc, si vous voulez, ce qui m'attend aujourd'hui, quand on regarde l'activité sismique aujourd'hui sous la montagne Pelée, souvenez-vous que la plus grande catastrophe naturelle qu'ait connue la France, c'est l'éruption de la montagne Pelée. Et souvenez-vous quand est-ce qu'elle a eu lieu? Entre les 2 tours de l'élection législative. C'est très important que culturellement, c'est pas une marche funèbre, un exercice. Moi, quand je fais des exercices avec des enfants, c'est se préparer. C'est carnaval pour ces enfants. Ils sautent, ils dansent, ils chantent parce qu'ils vont avoir les réflexes qui leur permettront d'avoir la vie sauve. Je vous propose qu'on regarde un pays, alors justement, on en parlait tout à l'heure, qui est confronté à des phénomènes extrêmement violents, ce sont les États-Unis. Et là-bas, vous savez que selon les États, alors c'est vraiment et à boire et à manger, on dit toujours sur les États-Unis, 50 États, 50 règles. Dans certains États, on commence à prendre conscience de ce risque climatique. Dans d'autres, on en est très très loin, on en est à le contester. On parlera dans quelques minutes de Donald Trump qui parle, lui, du plus ridicule canular de l'histoire de l'humanité en le changement climatique. Mais je voulais qu'on regarde ce reportage sur les tempêtes de sable qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes. Reportage de Camille Gutin qui date d'il y a quelques mois. Les uns après les autres, les camions se couchent face aux rafales de vent de plus de 130 km/h. Ces énormes semi-remorques, le long d'une autoroute au Texas, ont affronté une tempête de poussière. Une quarantaine de collisions et d'accidents en quelques heures. Le tout dans une ambiance apocalyptique. Et pour les automobilistes qui osent s'aventurer sur la route, une visibilité proche de 0. On ne voit rien du tout ici. Il est même difficile de se tenir debout. Alors ces images nous inspirent plusieurs choses. D'abord que théoriquement, face à un tel risque, il vaut mieux rester chez soi. Mais que Donald Trump, lui, ne croit pas du tout au changement climatique. Un canular, qu'il dit. Il dit, lui, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit le président américain? Parce que finalement, c'est la puissance la plus importante au monde. Si les Américains ne jouent pas le jeu, est-ce que ça sert à quelque chose, ce que nous faisons nous en France?
tout cas la Chine qui prend le relais sur les énergies renouvelables, qui montre l'exemple. On pouvait croire qu'avec les accords de Paris, ce sont les Américains qui allaient être les leaders. Accords de Paris que Donald Trump a déchiré. Voilà. 196 pays qui, avec la quasi-totalité des pays, avaient ratifié ce traité des accords de Paris qui visait de limiter le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle à 2 degrés, 1,5, on va dire 2 degrés. Et aujourd'hui, on est sur une trajectoire de plus 2,6, voire 3 degrés selon les experts de l'ONU. 1,5, c'est fini. C'est fini. Pour le moment, c'est fini. Si on ne change pas nos politiques publiques. La Chine, elle, a essayé de faire quelque chose et a donné quelques chiffres. Pour une première, d'ici 2035, ils vont réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 7 à 10%. Ça paraît peu, mais c'est déjà beaucoup. Avec chantre de l'énergie renouvelable, là sur le photovoltaïque, donc l'énergie solaire, sur l'éolien, évidemment. Donc les Chinois prennent le lead et montrent peut-être l'exemple. Alors c'est un début, les scientifiques disent il faut faire plus, mais au moins les Chinois y vont. La France est en retard. Alors la France n'est pas en retard au niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut voir que de 1990 à aujourd'hui, le monde a augmenté de 62% ses émissions de gaz à effet de serre et l'ONU vient de dire la semaine dernière... Pourtant, je me souviens du discours de Jacques Chirac, notre planète brûle et nous regardons ailleurs. L'accord de Paris n'a pas permis d'infléchir ces émissions de gaz à effet de serre. Certains territoires, je pense à l'Union européenne, ont fait mieux que d'autres. L'Union européenne, sur ce même pas de temps, a réduit d'à peu près 31%, la France d'à peu près 27%. Mais là, le problème, c'est qu'on a réduit ce qui était le plus facile à réduire. Et aujourd'hui, qu'on rentre dans le dur, c'est-à-dire qu'il faut changer les habitudes, changer les usages, peut-être rendre des zones inhabitables, etc., ça devient plus difficile. Un chiffre est important pour comprendre la réaction de Donald Trump, c'est qu'aujourd'hui, pour lutter contre le changement climatique, il faut se passer de pétrole, il faut le laisser dans la terre. Or, aujourd'hui, notre consommation d'énergie primaire dans le monde, à 80%, c'est du pétrole. En France aussi. C'est-à-dire que les débats sur pour ou contre le nucléaire sont presque anecdotiques. Le vrai problème aujourd'hui, parce que le nucléaire ne produit pas de chaleur, ne permet pas de fabriquer des objets en plastique, etc. Le véritable problème, c'est le pétrole, c'est de s'en passer. Non seulement on ne s'en passe pas, on continue d'en consommer. Au niveau de la guerre en Ukraine, rappelez-vous ce qu'a dit le commissaire européen à l'énergie. On a versé 200 milliards à des entreprises russes pour leur acheter des produits hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon, depuis le début de l'agression russe, contre 135 milliards d'achats d'armes à livrer à l'Ukraine. Donc en fait, on finance plus l'économie russe que l'économie ukrainienne, pour dire notre degré d'addiction à cette consommation de pétrole. Et l'une des économies les plus droguées au pétrole, ce sont les États-Unis. Le discours de Donald Trump, il est rassurant pour les Américains. Le discours de Donald Trump, c'est le changement climatique. Oui, parce qu'il vous dit... Ce que vous racontent les scientifiques, c'est exceptionnel, ça ne va pas durer. C'est une crise. Ils ne voient pas qu'en fait, c'est un changement de civilisation qui ne va pas s'arrêter. Vous avez raison. Les 1,5 degrés, il faudrait réagir dans les 2 ans et demi. On sait qu'on ne le fera pas, donc c'est mort. Mais effectivement, c'est un changement. On n'est pas dans une crise, c'est un changement de civilisation. Donald Trump vous dit, c'est une parenthèse dans l'histoire, le problème. Le pétrole, c'est ce qui fait notre prospérité, on ne va pas l'abandonner. Donc c'est rassurant pour l'électeur américain de se dire qu'il n'aura pas à changer ses habitudes et qu'il va rester sur ce modèle économique. C'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre aux personnes, c'est qu'il faut changer radicalement en fait de mode de vie, c'est-à-dire un mode de vie où on se passe de pétrole. C'est le plus dur. Il y a quand même, heureusement, quelques cordes de rappel, parce que le politique ne fait pas tout aux États-Unis. Donc, il va falloir voir notamment comment évoluent les émissions de CO2 des États-Unis dans les années à venir, parce que Donald Trump peut dire ce qu'il veut, mais il y a beaucoup de grandes entreprises aux États-Unis qui ne sont pas toutes des grandes entreprises pétrolières, mais qui savent bien qu'on a changé de modèle et qui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui voient loin, savent bien qu'elles ne pourront pas continuer de produire telles qu'elles produisent aujourd'hui. Donc, elles écoutent le discours politique, elles font allégeance à Trump, OK, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont complètement modifier les bonnes habitudes qu'elles étaient en train de prendre. Notamment en Californie. Voilà, par exemple en Californie. Et puis il y a des États aussi, il y a des mouvements citoyens. Donc la parenthèse Trump, on verra si elle est durable ou pas, mais il y a quand même des raisons d'espérer. Sur le pétrole, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'en ce moment, le prix du pétrole a beaucoup baissé et ça pénalise les pétroliers américains. Donc la fameuse théorie de Donald Trump, on va forer. Bah, pour l'instant, ça ne marche pas tant que ça dans les chiffres parce que tu as une réalité économique. Voilà, c'est pas rentable à un certain niveau pour les pétroliers américains. En revanche, l'offensive contre les entreprises éoliennes outre-Atlantique, là, par contre, c'est vraiment du concret et c'est très dangereux parce que ce secteur va déjà mal économiquement. Donc, si des projets sont annulés massivement, ça peut avoir des conséquences importantes. Et puis, on parlait des scientifiques tout à l'heure. Il faut savoir que les assureurs, notamment,
paye le prix de certaines réductions budgétaires de Trump, qui a coupé des crédits à des agences scientifiques qui mesurent notamment le risque climatique, qui sont des modèles qui sont utilisés par les grands assureurs mondiaux et qui se retrouvent avec un risque de manque de données alimentées par ces agences américaines, ce qui serait quand même... Je voulais vous livrer deux réflexions. La première, Elon Musk, qui a beaucoup travaillé sur le véhicule électrique, mais qui a parfois des discours contradictoires, dit en substance, de toute façon la Terre c'est mort, mais on ira sur Mars. C'est crédible? Alors moi je demande à mes étudiants, quand ils me parlent d'Elon Musk ou de la politique américaine, de lire Darwin. Comme un étudiant. De lire Darwin. Et parce qu'on pense que c'est que les animaux qui ont dû s'adapter. Je rappelle que la théorie de Darwin, c'est évolution des espèces dans la lutte pour la survie. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, que l'espèce humaine puisse survivre. Et on arrive effectivement à un mur économique. Même lui, vous le voyez, alors c'est beau les fusées qui partent, mais ça demande une énergie phénoménale. On a des rayonnements électromagnétiques du Soleil qui sont extrêmement puissants sur Mars et qui rendront la vie très très compliquée. On a déjà du mal, on n'a jamais été plus loin que la Lune jusqu'à présent, je le rappelle. Donc on est à un mur économique pour pouvoir arriver jusqu'à Mars, mais qui va... ce mur économique, déjà se prononcer déjà maintenant, et vous le disiez très bien, les entreprises aujourd'hui sont face à ces murs économiques. Vous pouvez ne pas croire et être convaincu aux théories sur le changement, l'adaptation climatique, le réchauffement climatique, mais que vous soyez élu, que vous soyez père et mère de famille, que vous soyez chef d'établissement ou d'entreprise, vous devez gérer. Valence, les élus ont dû gérer. Souvenez-vous, le roi qui se faisait asperger de boue. L'Allemagne, la Rhénanie, en 2021, plus de 100 morts. On doit aujourd'hui être à la hauteur des enjeux de ces crises qui se multiplient et qui nous obligent à gérer des morts, des destructions, des colères citoyennes qui s'exprimeront. Et ça, il va falloir... Vous faisiez allusion à celle de Valence, on précise Valence en Espagne. En Espagne, tout à fait. Le roi d'Espagne. Une autre personnalité internationale très importante, Vladimir Poutine, disait il y a quelques jours, j'avais noté à Saint-Pétersbourg, vous savez, le réchauffement planétaire, nous, c'est pas 2-3 degrés en plus qui vont nous embêter. En Sibérie, ça nous fera plutôt du bien. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer scientifiquement pourquoi ça ne tient pas? Ça ne tient pas parce que même en Sibérie, il peut y avoir un réchauffement climatique, un réchauffement, il est planétaire. Il n'y a pas des États, il n'y a pas à chaque frontière, à chaque État, il n'y a pas une frontière avec les nuages qui s'arrêtent et la température qui s'arrête. En France, on va être à 38, 40, et puis en Russie, on restera à 27. Ça ne tient pas scientifiquement. C'est absurde. Et plus qu'ailleurs, les pyrogélisols, les tourbes qui vont libérer des gaz, des virus. On oublie aussi, souvenez-vous, là, cet été, plus de 500 personnes ont été contaminées par des virus qui sont transmis par les moustiques, parce que les vecteurs, aujourd'hui, le moustique albopicus, la Aedes aegypti, transmettent le Zika, la dengue, le chikungunya. Qui étaient des maladies exotiques. Tropicales, mais qui aussi vont obliger notre système de santé à s'adapter. Aujourd'hui, les Franciliens sont jusqu'à fin novembre en vigilance avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, sur les moustiques. Donc, notre système de santé aujourd'hui, vous le disiez très bien, va aussi, lui, devoir s'adapter économiquement et même légalement pour le traitement des gîtes larvaires où ces moustiques pondent. Ils peuvent pondre dans une cuillère à café d'eau. Donc, imaginez ce que cela va avoir comme conséquence sur les arrêts maladie. Quand je dis qu'1 euro mis dans... Les Nations Unies nous le disent, 1 euro mis dans la prévention, c'est 7 à 15 euros. Quand on rajoute, pour les 15 euros, éviter au moment de la crise, la santé mentale des populations. Quand vous avez été victime du Zika, du chikungunya, de rhumatisme, votre effort de production chute et vous vous endettez encore plus que ce qu'on est déjà. Pour finir, messieurs, comme on a été un peu... on a sapé le moral. On a dû saper le moral de quelques-uns de nos téléspectateurs. Je voudrais que vous nous donniez, chacun d'entre vous, une mesure qu'il faudrait prendre, une raison d'espérer, quelque chose de positif pour terminer, pour pas qu'on dise systématiquement l'écologie, c'est punitif. Aaron. Moi, je dirais simplement sur les accords de Paris. Sans ces accords de Paris, nous aurions d'ici 2100 114 jours de jours plus chauds à l'année. Et avec ces accords de Paris, même si on a une trajectoire de plus 3 degrés, on descend à 57 jours. C'est déjà ça de gagner. Moi, je crois beaucoup à un changement de civilisation qui est la place des femmes dans notre société et à l'écoféminisme. Je crois que lorsqu'on va arrêter d'avoir une vision un peu datée, un peu virile, macho, qu'on voit chez ces chez ces Trump, ces Poutine, etc., ces personnes qui nous expliquent qu'il faut dominer
les femmes et la nature aussi, cette philosophie de civilisation sur laquelle qu'on peut appeler le patriarcat. Ça peut paraître anecdotique ce que je dis, mais je crois beaucoup qu'il y a un changement de civilisation qui se fait. Et que l'avenir passera par la sagesse. Ouais, et on voit notamment que dans les entreprises, de plus en plus, les femmes, plus que les hommes, se préoccupent du développement durable, de la RSE, du droit de l'environnement. Si vous saviez à quel point, en droit, par exemple, en droit de l'environnement, à la faculté de droit, mes étudiants sont d'abord des étudiantes. Et je crois que toutes ces femmes diplômées, cultivées, ont une perception des enjeux peut-être un peu plus forte que nos aînés masculins. Il manque peut-être des femmes sur ce plateau. Alors, je confirme, mais je vais rajouter une composante de la société très importante. Tous les exercices que j'ai pu réaliser sont couronnés de succès parce que ces femmes sont présentes. Pas juste parce que c'est politiquement correct, non. Parce que c'est une question de survie. Et survie, il faut qu'on forme nos élèves, nos ingénieurs. Je suis moi-même enseignant. Je transmets à ces élèves, ces techniciens, prenez des stagiaires de 3e, expliquez-leur, montrez-leur. Je ne peux pas dire à mes enfants qui ont 16 et 18 ans aujourd'hui que c'est foutu, c'est pas possible. Je ne peux pas tenir ce genre de discours. Il faut donner à ces enfants de l'espoir, stimuler leurs imaginaires pour qu'ils puissent trouver les solutions, problèmes que nous n'avons pas réussi à résoudre. Je crois à l'effet mobilisateur des crises. Je pense que l'adaptation, ça ne marchait pas parce qu'on n'avait rien à s'adapter. Et on voit des grandes villes, notamment en France, qui ont quand même radicalement changé de visage. Et les crises qui nous attendent, je pense que vont amener tout le monde à se mobiliser, localement en tout cas, j'en suis sûr. Merci à tous les quatre et à Sada Souban, une présence féminine qui était là au début de cette émission. Un petit coup d'œil sur la une des Échos de demain, si vous permettez. Alors, on va la découvrir ensemble. Voilà, retraite, Le Cornu recadre Macron. Un mot peut-être ? On revient sur du terre-à-terre, là. Oui, clairement. Alors, il faut préciser quand même pour les téléspectateurs qu'effectivement, il y a eu ce débat aujourd'hui suite à la déclaration d'Emmanuel Macron en Slovénie. Et la réponse, qui a un peu enflammé les débats politiques. Du Premier ministre à l'Assemblée nationale. De tout cela, nous allons parler, entre autres, dans le journal de 22h qui va vous être présenté dans quelques instants par Cécile Bartoli. Merci, messieurs. C'était passionnant. Merci.